Le Petit Vincent avec Donatien, Margot, Maëlys et Margot. Salut à tous, salut les filles. Salut. Avec nous une petite nouvelle, Maëlys qui se joindra régulièrement à l'équipe pour vous raconter l'actualité. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Dans ce nouveau numéro du Petit Vincent, nous parlerons d'une actualité encore extrêmement lourde avec l'Ukraine. On parlera également du scandale Orpea. À la fin, une partie un petit peu plus positive avec la cérémonie de César. Et puis nous terminerons par un petit quiz pour tester votre culture musicale. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis... Mais d'abord, c'est avec une bien triste nouvelle que nous ouvrons cette émission. Le décès de Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Il y a 34 ans, quasiment jour pour jour, Jean-Pierre Pernaut rentrait activement dans la vie des Français. Les fidèles téléspectateurs de la première chaîne le connaissaient déjà un peu, mais pour le grand public, il était un inconnu. Il avait la lourde tâche de remplacer Yves Mourouzi et Marie-Laure Gris, des stars de l'actualité à l'époque. Dès lors, Jean-Pierre Pernaut va inventer un genre qui va véritablement révolutionner le journalisme encore aujourd'hui. Le style Pernaut. Un style qui essayait de faire comprendre le plus simplement possible la complexité de ce monde. Un style aussi avec une actualité nationale vue par les régions. Il va créer un réseau de correspondants encore unique à l'époque. Un style que nombreux ont moqué, critiqué, mais qu'aujourd'hui, tout le monde copie sans jamais l'égaler. Souvent moqué car il ouvrait sur la météo, mais la météo dirige nos vies. Souvent moqué car il montrait l'actualité en allant sur les marchés, mais c'est grâce à cela qu'il a senti la crise des Gilets jaunes des mois avant novembre 2018. 33 ans durant, il va raconter la vie des Français, compter l'actualité à travers les régions et surtout les comprendre. Comme l'a dit Jean Castex, pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère. Il offrait chaque midi un portrait de la France qu'il aimait tant et qu'il l'aimait tellement en retour. Ce style fonctionnait. Pendant 32 ans, 9 mois et 29 jours, les téléspectateurs étaient plus de 40% à choisir TF1 pour les accompagner à la mi-journée, faisant de son journal le journal le plus puissant d'Europe. Il n'en était pas moins un véritable journaliste qui a couvert la grande actualité de ce monde, de la chute du mur de Berlin au 11 septembre, de la guerre du Golfe aux attentats qui ont frappé la France en 2015, et surtout, le premier journaliste occidental à se rendre sur la zone de Tchernobyl après l'explosion de la centrale. Il a couvert des heures et des heures d'éditions spéciales. L'exercice du 13h, il le faisait sans prompteur, lui laissant une véritable liberté de ton comme son prédécesseur, Yves Mourouzi. Et puis il y a eu Combien ça coûte, l'émission qui dénonçait le gaspillage de l'argent public tout en riant, émission qu'il rêvait de refaire. Une émission où Christophe de Chavannes lui a appris à parler debout et à improviser, disait-il. C'était un journaliste passionné, confiait Claire Chazal à RTL. Elle, l'ex-reine des journaux du week-end sur TF1, a travaillé pendant 24 ans avec le journaliste. Il avait tenu à médiatiser ces deux cancers pour la prévention. Il était un exemple de courage et de bienveillance. Dans ce contexte où les Français manquent de repères et dans l'incertitude constante, la disparition de Jean-Pierre Pernaut sonne comme une fissure en plus, car ses bons mots, sa voix chaude et rassurante, sa simplicité et sa manière d'annoncer les actualités vont infiniment nous manquer. Le journalisme était des frissons, comme il l'expliquait, ceux de vivre des choses fortes dans l'actualité et ceux de la beauté de l'image. Il racontait souvent le frisson qu'il a eu en voyant le reportage consacré à un agriculteur auvergnat, M. Boudon, disant « Tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu ». C'était cela le journal de Jean-Pierre Pernaut, des gens authentiques, vrais, qui étaient le visage de la France profonde. Monsieur Pernaut, pour reprendre vos mots lors de votre dernier 13h, on vous aime, on ne vous oubliera jamais. Et l'Ukraine maintenant qui occupe la majeure partie de l'actualité. Avant de parler des manifestations contre la guerre, nous allons faire un rapide résumé de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Emmanuel Macron s'est exprimé à la nation pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine et condamner fermement les actions de Vladimir Poutine. Il a déclaré « La Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. » Emmanuel Macron a par ailleurs affirmé qu'il soutiendra les Français financièrement dans cette crise qui s'annonce. Sur le front, la ville de Kherson est tombée aux mains des Russes alors que Kiev tient toujours. La deuxième phase des pourparlers a commencé à la frontière. Et Margot, tu nous parles des mouvements pacifiques contre la guerre en Ukraine. Et oui, depuis plusieurs jours et partout dans le monde, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour s'opposer à cette guerre menée par la Russie et pour soutenir les Ukrainiens dans cette crise majeure. Les images sont frappantes. À Madrid, Tokyo, Berlin, les citoyens du monde entier se réunissent et brandissent leurs pancartes bleues et jaunes aux couleurs du drapeau ukrainien. Stop à la guerre, Poutine assassin,
Les slogans fusent, scandés par les foules que l'on laisse pacifiquement manifester. En Russie aussi, les mouvements anti-guerre sont pacifiques. Pourtant, ceux qui osent exprimer leur opinion sur l'offensive sont violemment réprimandés, brutalement arrêtés par les forces de l'ordre. Aucune manifestation n'est autorisée, mais depuis le début du conflit, des milliers de Russes ont osé s'opposer au pouvoir en descendant dans les rues, parfaitement conscients des risques que cela entraîne. Non, tous les Russes ne soutiennent pas Vladimir Poutine. L'opposition se développe aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou sur les messageries cryptées comme Telegram. On y fait circuler des pétitions, des informations provenant de médias indépendants et on y soutient ceux qui ont osé braver la loi et qui se sont fait arrêter en manifestant en leur trouvant des avocats. Une pétition lancée par un militant russe, Lev Ponomarev, a déjà atteint le 1 million de signatures. Elle est intitulée « Arrêtez la guerre avec l'Ukraine » et demande, je cite, « un cessez-le-feu des forces armées russes et leur retrait immédiat du territoire de l'État souverain d'Ukraine ». En France aussi, les mouvements anti-guerre sont nombreux, à Paris, mais aussi plus localement, comme à Vannes. D'abord le 26 février puis le 2 mars, des Vannetais se sont réunis pour partager leur émotion sur la situation actuelle. Le scandale des EHPAD Orpea maintenant dénoncé dans un livre paru il y a plus d'1 mois. Margot, tu nous en parles. Le 26 janvier 2022 sort le livre Les Fossoyeurs par Victor Castanet, un recueil de témoignages par des résidents de la firme d'EHPAD Orpea. Son succès fait alors éclater un scandale sur la maltraitance de nos anciens dans ces établissements. La prise en charge médicale, voire les repas des résidents seraient donc rationnés par souci de rentabilité et l'une des EHPAD Orpea de Neuilly-sur-Seine est également accusée d'homicide involontaire. C'est donc suite à ce scandale qu'une grande partie des EHPAD et cliniques privées, même hors de la firme Orpea, font alors parler d'eux, dénonçant la maltraitance dans un grand nombre d'établissements, salissant au passage la réputation de toutes les EHPAD. Économie, maltraitance, il n'y a pas que Orpea qui en fait usage. C'est hélas le cas d'une autre firme d'EHPAD, telle que la société Corian, qui n'hésite pas à mentir aux familles des résidents sur leurs conditions. Dans ces entreprises, le moindre centime compte. 5 € par jour et par résident peuvent être dépensés, pas plus. Des économies faites sur le dos des familles, dépensant en moyenne 3 000 € pour ces services. Suite à cela, des EHPAD ont déjà fermé leurs portes, comme celle située à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, et a été suspendue provisoirement par l'Agence régionale de santé. Ce n'est évidemment pas le cas de toutes les EHPAD et de toutes les entreprises offrant ce genre de services, mais étant donné que ces entreprises font le plus parler et étant donné leur popularité, la population fait une généralité. Plusieurs infirmières montrent leur dégoût dans des interviews par rapport à ces mauvais traitements. Démarrons une partie avec un peu plus de bonne humeur à présent. Maëlys, tu nous parles de la cérémonie des Césars qui s'est tenue il y a quelques jours. Oui, la 47e cérémonie des Césars s'est déroulée à Paris ce vendredi 25 février 2022. Elle a été animée par l'acteur Antoine Decaune et a récompensé le meilleur du cinéma français de l'année écoulée. Un film en particulier a raflé un grand nombre de trophées. Celui de Xavier Giaboli, Illusion perdue, l'adaptation du roman de Balzac sorti en octobre 2021, qui a reçu pas moins de 7 récompenses, dont celle du meilleur second rôle masculin pour Vincent Lacoste, celle du meilleur espoir masculin pour le jeune Benjamin Voisin, et bien sûr, comme attendu, celle du meilleur film. D'autres longs métrages ont été récompensés, comme Annette de Léos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard, en remportant 5 prix, notamment le César du meilleur réalisateur et d'autres titres concernant la technique audiovisuelle. Valérie Lemercier pour son rôle principal dans le film Aline et Benoît Magimel pour son rôle d'Emmanuel Berco dans le film De son vivant ont tous deux remporté les Césars de meilleure actrice et acteur. Cependant, certains films sont repartis bredouille, notamment le thriller Boîte Noire avec Pierre Ninet ou encore Bac Nord avec Gilles Lelouch, le film policier inspiré par le scandale de 2012 au sein de la brigade anticriminalité de Marseille. Mais avec un César de dernière minute attribué ce lundi 28 février, celui des lycéens, Bac Nord repart finalement avec un trophée pour le plus grand bonheur des fans. Contrairement donc à l'acteur Pierre Ninet, qui a ironisé sur ses réseaux sociaux après sa défaite, en postant une photo de lui avec François Civil dans sa story Instagram où il a ajouté « Les losers des Césars vous saluent bien bas ». Mais cette cérémonie n'a pas été marquée uniquement par la remise des prix, mais également par d'autres événements, tout autant émouvants. Lors de sa remise de prix, Xavier Dolan a effectué un bouleversant discours en hommage à l'acteur Gaspard Ulliel, décédé en janvier dernier lors d'un accident de ski. Une fois sur la scène de l'Olympia, le réalisateur a effectué en larmes son discours sous la forme d'une lettre adressée à la mère de l'acteur, dans laquelle il évoque son amitié envers le jeune acteur et le félicite pour son parcours. Il débute ainsi sa tirade avec cette phrase bouleversante « Madame, je vous adresse cette lettre, sans même vous connaître, sans bien vous connaître ». La cérémonie a également été victime de critiques, notamment dues à la baisse d'audience. Après le fiasco de 2021, avec seulement 1,64 million de téléspectateurs, le plus bas score d'audience pour cette cérémonie depuis ces 10 dernières années, l'édition de 2022 a de nouveau connu une baisse significative d'audience.
Les spectateurs n'étaient que 1,3 million devant leur poste de télévision afin de suivre l'émission selon les données de Médiamétrie. En plus de ces audiences catastrophiques, le coup d'éclat de l'humoriste Marie Saint-Filtre au beau milieu de la cérémonie a également subi de nombreuses critiques. La vidéaste a en effet montré ses fesses lors de son apparition sur scène, parce que d'après elle, c'est tellement coincé les Césars, hyper prout-prout, c'est dommage. Une intervention qui n'a pas plu à tout le monde, puisqu'elle n'a été trouvée ni drôle, ni instructive, qualifiée même par certains téléspectateurs d'extrêmement gênante. La youtubeuse dit comprendre ses réactions, mais ne regrette pas pour autant son geste. Petit quiz désormais, on va parler musique. Je vais vous poser des petites questions pour tester votre culture musicale. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Alors, à votre avis, quel est le top 3 des chansons préférées des Français? Oh là là, c'est compliqué, hein. En plus, attends. Jean-Jacques Goldman, Euh, c'est sûr. Aurel San, vu qu'il a fait beaucoup de... Ah, peut-être, ouais. Ouais, je pense. Des Il est chansons dedans. françaises déjà. Ouais, alors faut penser aussi qu'il n'y a pas que nous qui votons, les jeunes, et donc toutes les personnes votent. Donc Aurel San, peut-être, mais c'est pour les... C'est pour ça que j'étais partie un peu plus sur du Jean-Jacques Goldman. Alors, la première, c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. La deuxième, et c'est beaucoup plus étonnant, c'est J'ai demandé à la lune d'Indochine. Et le troisième, c'est Les lacs du Connemara de Michel Sardou, évidemment. Purée, J'étais mais- pas du tout sur. Mais j'ai l'impression que le top, il n'évolue pas. Genre, ça fait 20 ans, c'est les mêmes musiques. Alors, il y a souvent Mistral gagnant de Renaud qui a caracolé en tête. Et là, ça a été, c'est Ne me quitte pas. Il a été cité tout à l'heure, vous avez intérêt de trouver la bonne réponse. Quel est le chanteur ou la chanteuse le plus cité dans le classement? Jean-Jacques Goldman. Bonne réponse. Oh ouais. C'est le patron qui est également le chanteur et la personnalité préférée des Français. Ce classement est ici du livre Les 1000 chansons préférées des Français, écrit par Thomas Pawlowski, est sorti en 2020. Avant de partir à l'international, à votre avis, quel est l'album francophone le plus vendu? De cette année du coup. Non, Ah. de l'histoire de l'histoire du Oh là disque. là. Daft Punk. Je sais pas. Non. Hmm. Daft Punk, est-ce qu'on peut véritablement considérer que c'est des albums francophones? Bah non, c'est ça directement. Voilà, avec c'est les comme étrangers. David, c'est comme David Guetta. Est-ce que c'est la... On sait jamais. Hein. Oui. Bah, je dirais encore Goldman. Eh bah oui. Ah, il y a- Mais pas en chanteur, c'est en auteur, compositeur et producteur de Céline Dion en 95 sur l'album 2, avec notamment Pour que tu m'aimes encore ou J'irai où tu iras. La même question maintenant, mais au monde, qui a vendu le plus d'albums dans l'histoire de la musique? Je vous demande le top 3. Il doit y avoir des groupes, non? Il y a la deuxième et la troisième place sont occupées par des groupes, en effet. Ouais, c'est ça. Donc les Beatles. Non, Queen. non plus, Les Rolling Stones. non plus. Il y en a qui sont récents ou pas? Non, il n'y en a aucun qui sont récents, c'est vraiment années 80 là, pour le coup. À l'époque où l'industrie du disque était vraiment à son Oui, bien sûr. paroxysme. Bon, vous trouvez pas? Non. Alors le premier, c'est évidemment Thriller de Michael Jackson, Oh, avec plus oui. de 66 millions de disques vendus estimés. Ouais, forcément. Le deuxième est AC/DC avec Back in Black à plus de 50 Évidemment, millions j'y ai pensé. Putain. d'exemplaires. Et le troisième, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd, estimé entre 45 sûr. et 50 millions d'exemplaires vendus. Margot est désespérée. Ouais, parce que c'était sûr. Décidément, sûr, mais on n'est non. pas très doués. Et dernière question, quel est, selon le classement du magazine Rolling Stone, un grand magazine de musique, la chanson préférée des gens sur Terre? Oula. Oh là là. C'est très très vaste. C'est MJ ou pas? Genre c'est Michael Jackson ou... Non, c'est pas Michael Jackson. C'est un groupe, Non Anglais? plus. non? C'est pas très récent, voire quasiment pas du tout. C'est genre vers quelles années? Bah, on est dans les années 60-70, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. non, mais là, c'est pas les Beatles encore? Non. C'est le fameux Respect d'Aretha Franklin. Ah oui, Ah ouais, bien improbable, j'aurais vraiment pas pensé. Honnêtement, je sais même pas, je pourrais même pas te dire l'air, ça me dit rien comme ça. Moi non plus. Vous êtes Enfin, pas obligé si de je me regarder connais, comme je connais ça, la hein. chanson, mais je Quel je manque pensais de pas que ce culture, serait la Margot. chanson la plus Pardon. aimée des Français. À votre avis, c'est quoi votre top 3 du Hall of Fame de votre musique? Oh bah, Ouh là là. faut me Pour moi, ça reste du Queen. faut me dire. Ah, je suis d'accord, ouais. Bah, j'oublie les Mais- musiques que j'aime, moi, quand on me demande comme ça, je sais pas ce que j'aime. Il y a trop de trucs. Ah ouais, mais je sais pas. C'est là, d'un possible de coup, choses. Ah ouais, je dirais, j'aime bien Queen aussi, mais je sais pas, Muse, c'est quand même haut dans mon classement aussi. Ouais.
Merci les filles. Merci Merci. Bénatien. Merci de nous avoir choisis pour suivre l'actualité du monde. On se retrouve bientôt.